Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui un numérique pour tous spécial numérique et sécurité dans ce contexte de départ en vacances ou même d'absence au quotidien. Alors avec nous en plateau, nous aurons le plaisir de recevoir un hacker repenti. Il nous partagera son parcours entre prison et repentance. Également nous ferons un tour d'horizon des pires malveillances qui peuvent attenter à votre sécurité pendant l'été et vous partagerons quelques conseils pour éviter le hacking et les cambriolages. Et enfin, nous vous ferons rentrer dans l'univers de la maison connectée pour votre plus grand confort. Le numérique pour tous spécial sécurité au quotidien, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui un numérique pour tous spécial sécurité. Et pour adresser le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir un hacker, mais un gentil hacker, un hacker repenti, oui, un professionnel des attaques des systèmes informatiques qui aujourd'hui conseille auprès des plus grandes entreprises internationales et qui est aussi l'auteur du livre Hack-moi si tu peux, paru aux éditions du Cherche Midi. Florent Curté, on est ravis de vous avoir en plateau. Alors Florent, l'ordinateur ça a été votre meilleur ami, hein, on vous l'a mis entre les mains, votre papa vous en a offert un dès l'âge de 10 ans et là c'est là que tout va commencer. Racontez-nous un petit peu cette petite enfance et le fait que vous soyez tombé amoureux d'un ordinateur et plus encore. Effectivement, mon père était très fan d'ordi et je l'ai un petit peu suivi sur cet élan de... c'était à l'époque des ordinateurs de salon, en fait. Peu de gens avaient des ordinateurs chez eux. Il y avait un ordinateur pour la famille, voilà. Et mon père ayant commencé très tôt, moi je l'ai vu pianoter un peu comme un dingue. Et j'ai commencé par le piano, avant de faire l'informatique. Et finalement, mine de rien, c'est plutôt les claviers d'ordinateur qui m'ont plu. Alors, de fil en aiguille, hein, vous êtes rentré dans les systèmes et vous êtes devenu un expert de ce qu'on appelle justement le hacking et le piratage. Donc, concrètement, expliquez à nos auditeurs le type d'activité illégale que l'on peut réaliser quand on devient expert dans le domaine. Quand on devient expert ou quand... l'expertise en matière d'illégal, oui, moi j'ai commencé... certains de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas, mais les cabines téléphoniques qu'on avait avant, parce qu'il n'y avait pas de mobile à l'époque réellement. Et donc effectivement, je clonais des cartes téléphoniques ou je faisais en sorte de désactiver les unités, en fait, le décompte d'unités sur une carte. Et puis après, très vite, j'ai attaqué des sites internet pour encore une fois, pas pour m'enrichir ou pour faire vraiment du mal, parce que j'étais un gamin, en fait, je sais pas, vers 12-13 ans, j'étais un gamin qui n'avait pas vraiment conscience du côté juridique des choses. Et oui, d'attaquer des sites internet, de pouvoir changer sur un site internet un mot, ça, en fait, je me disais que j'étais plus fort que la machine. Et il y a quoi ? Il y a une addiction qui fait que chaque fois vous allez de plus en plus loin, vous essayez de craquer de plus en plus les systèmes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette fascination ? C'est quoi la quête qu'il y a derrière le hacking ? C'est ça en fait. Le problème, c'est que on pourrait vraiment penser que c'est financier, mais non, en fait, c'est vraiment une addiction à contourner les protections. Et c'est à chaque fois qu'il y a une barrière, je voulais la faire sauter, en fait. Je voulais comprendre comment est-ce qu'on pouvait la faire sauter. Et c'est vrai que c'est enivrant, c'est des shoots de dopamine quand on arrive à contourner les sécurités, par exemple bancaires, de bases de données. Voilà, c'est vraiment le côté dopaminergique qui est enivrant, oui, addictif. Et là, de fil en aiguille, donc il va se passer ce qui se passe, c'est-à-dire que les autorités vous rattrapent et vous allez passer un petit peu de temps en prison. Racontez-nous cet épisode. Ah, c'est pas le plus glorieux épisode de ma vie, mais c'est très, pour le commun des mortels et puis dont je fais partie, c'est très spécial, hein, d'arriver. Moi, à l'époque, bon là j'ai un peu pris de poids, mais à l'époque j'étais tout maigre. Je suis arrivé le petit gars freluquet, un ovni en fait dans la cour de promenade, quoi, globalement. Et bon, j'ai eu très peur, bien sûr, mais j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir été annoncé, parce que en fait les prisonniers de marque sont annoncés par les matons, enfin les surveillants. Et donc j'ai été plus ou moins protégé à ce niveau-là. Donc je peux pas dire que j'ai vécu une mauvaise incarcération, même si c'était pas le Club Med. Et puis voilà, et puis après j'ai eu de la chance, c'est que la police à l'époque m'avait arrêté pendant la semaine de mon bac.
Et ça a joué dans ma faveur pour le juge. On a fait une demande de me libérer pour passer le bac, en fait. Et quand on sort de là, donc, et qu'on a eu très peur, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On fait un reset total, on repart à zéro? Comment on voit les choses? Oui, il y a une forme d'allergie informatique qui m'a prise pendant peut-être 2 ans. Et mais quand même très vite, en fait, avec les études, parce que finalement, je sortais, je fallait que je passe mon bac. Et donc après, études supérieures. Enfin, en tout cas, je me voyais pas forcément être caissier chez Carrefour. Heureusement qu'ils sont là. Oui, bien sûr, absolument. Mais je me voyais pas, eu égard à mon parcours et à mon intérêt pour l'informatique et d'autres choses, et beaucoup le marketing, le commerce, l'entrepreneuriat. Je me voyais pas, m'arrêter au bac, si vous voulez. Et aujourd'hui, vous faites quoi alors concrètement? Aujourd'hui, j'ai donc lancé NeoCyber, qui est une société qui fait des audits de sécurité, de la gestion de crise, cyber, et beaucoup de renseignements aussi sur tout ce qui va être Darknet et ClearNet, le net normal. Et quel conseil vous aimeriez donner justement à ceux qui sont fascinés aujourd'hui par le hacking, voire aux parents, mais par rapport à votre regard rétrospectif, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Alors, je sais pas, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cas comme moi dans le monde, donc moi ce que je dirais aux parents, c'est de quand même jeter un coup d'œil derrière l'épaule du gamin s'il est sur un ordi. Déjà, pas les mettre dessus tout de suite. Faut retarder le plus possible les écrans, je pense. Et puis dès qu'il y en a un, faut qu'il soit plus ou moins au milieu du salon. Quand l'enfant grandit, il a le droit d'avoir un ordinateur avec lui, c'est normal. Enfin, tout le monde a des téléphones, et voilà. Mais avoir un petit œil curieux, on va dire. Voilà. Et évidemment, si la curiosité l'emporte, il y a des plateformes qui existent, qui s'appellent Try Hack Me ou Hack the Box, qui sont là pour simuler un environnement d'entreprise ou de société et qui permettent de hacker légalement, en fait, dans un cadre bien spécifique et apprendre en même temps. Alors, vous avez été puni par rapport à vos activités. Quel regard vous portez justement par rapport au traitement que les autorités font subir aux cybercriminels aujourd'hui? C'est juste, c'est pas assez? Est-ce qu'il faudrait plutôt travailler sur de la pédagogie? Quelle est votre position? Je pense que l'échantillon de personnes arrêtées pour cyberdélinquance ou je ne sais quoi n'est pas assez large pour émettre un avis réel et légitime dessus. Mais je pense que ces personnes-là n'ont pas forcément de mauvais fonds. En tout cas en France, je n'ai pas voilà. On a eu je crois le Franco un étudiant, je crois, qui s'est fait extrader ou qui va se faire extrader aux États-Unis. Là, il risque énormément. Et là, pour moi, c'est une sentence extrême qui risque si le Maroc accepte de le livrer. Mais en France, je pense que la place des hackers n'est pas forcément la prison, mais elle n'est pas non plus à faire n'importe quoi partout. Donc, je pense qu'on peut utiliser ces talents, peut-être des gens un peu perdus, qui savent pas trop où se positionner. Et il y a peut-être d'autres alternatives que des peines de prison. Et à l'inverse, alors on va penser aux hackers, toutes les victimes potentielles que nous pouvons être. Vous avez un conseil à leur donner parce qu'on reçoit tous ces fameux SMS, ce qu'on appelle le phishing, le hameçonning sur les réseaux sociaux, bien sûr les mails. Un conseil de votre bouche d'expert. Un conseil ne suffirait pas. Il faudrait 50 émissions pour remplir ce rôle. Mais globalement, c'est pas mélanger l'ordinateur de travail et l'ordinateur de bureau. Pareil pour les smartphones, il faut essayer d'avoir tout en doublon et surtout pas mélanger les deux pour pas difficile, que... Je sais bien, mais on l'a vu pendant le Covid avec le télétravail, il y a eu les attaques qui ont explosé en fait. Et donc ça serait vraiment faire une ségrégation entre boulot et perso. Et je dirais que il faut évidemment faire très attention à ce qu'on ouvre dans les pièces jointes. Enfin, même chaque email, il faut regarder vraiment l'expéditeur qui c'est et voire même ne pas ouvrir de pièces jointes ou le faire sur une sorte de station blanche, un ordinateur sur laquelle on n'a pas trop de données. Je sais que c'est un peu extrême et que c'est dur à appliquer au quotidien, mais les hackers ont toujours un temps d'avance.
Les hackers ont toujours un temps d'avance. Merci beaucoup Florent Curté. Je rappelle le titre de votre livre, Hack-moi si tu peux, paru aux éditions du Cherche Midi. Une très bonne lecture pour l'été, ça se lit très facilement, c'est fascinant. On rentre dans un récit très haletant et puis à la fin les gentils gagnent toujours. Donc voilà, sans spoiler c'est un happy ending. C'est un happy ending. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous vous ferons découvrir comment vous protéger des cambrioleurs, mais aussi vous doter d'une maison connectée pour votre sécurité et votre bien-être au quotidien. Le numérique pour tous spécial sécurité au quotidien, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial sécurité, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de la prospective et de la stratégie de Vérissure, Yann Rigaud. Merci beaucoup Yann d'être parmi nous. Donc on a parlé sécurité, hacking, informatique. Là on va parler des choses qui nous sont encore plus quotidiennes, hein, notre maison on va dire, ou notre commerce. J'ai envie de vous demander pour commencer, c'est quoi les principaux problèmes de sécurité auxquels sont confrontés les Français aujourd'hui? Dans ce contexte un peu particulier aussi, mais bon, plus généralement. Plus généralement. Bonjour Vanessa Pérez. Juste pour remettre, donc moi je suis responsable de l'innovation marketing et du coup c'est mon voisin juste après pour que j'échauffe personne au boulot. Non, après pour ce qui est des risques en effet, peut-être juste quelques chiffres pour démarrer qui viennent du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui en France, il y a un cambriolage ou une tentative d'intrusion toutes les 90 secondes et un incendie toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que là, on va parler une petite dizaine de minutes. Pendant ce laps de temps, il va y avoir 6 tentatives de cambriolage ou des cambriolages avérés et 5 incendies. Donc, c'est loin d'être quelque chose qui est anodin. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne un peu au quotidien. On va rentrer dans la période de l'été, qui est une période où on s'éloigne un petit peu de nos habitations. Et qui dit habitation vide, dit une aubaine pour les cambrioleurs, parce qu'ils auront moins de chances ou moins de risques d'être dérangés pour eux. Si on regarde à l'échelle d'une journée, c'est plutôt la nuit que ça va se produire. Sur le créneau 21h, 7h du matin, c'est là que vous avez à peu près la moitié des cambriolages qui sont réalisés, l'obscurité jouant en la faveur donc des cambrioleurs dans ce cas-là. Et enfin, dernière information qui est peut-être un peu contre-intuitive, mais comme nous, les cambrioleurs démarrent tôt la semaine, parce que c'est le lundi qu'il y a le plus de cambriolages, avec 20% en moyenne de cambriolages en plus sur cette journée-là. D'accord. Alors, bon, vous êtes un opérateur célèbre dans le monde de la télésurveillance. De quoi on peut protéger aujourd'hui les citoyens? On parle de cambriolage, mais il y a d'autres choses dont on peut se protéger. Exactement. Peut-être juste pour resituer comment fonctionne un système d'alarme en télésurveillance. Donc, c'est un système qui va être placé donc dans une habitation. Et ce système va être relié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à une centrale de télésurveillance avec des agents qui vont veiller sur votre bien constamment. S'il se passe quoi que ce soit, du coup, ils pourront appeler les autorités compétentes derrière. Concrètement, une télésurveillance, ça peut vous protéger de 5 dangers principaux. Le premier, donc, c'est le cambriolage. J'en ai parlé juste avant et c'est ce qui est évident pour tout le monde. Deuxième, ça va être les risques incendies avec la détection de fumée et la capacité qu'on va avoir à appeler les pompiers assez rapidement derrière. Troisième, ça va être les accidents domestiques. On ne sait jamais quand un malheur peut arriver, on s'étouffe, on se coupe, on fait une mauvaise chute. Via les claviers et un bouton SOS qui est dessus ou via notre application, vous pouvez être mis en relation très rapidement avec notre centrale de télésurveillance et derrière les secours pour vous porter assistance le plus vite possible. Quatrième, ça va être les attaques, parce que les personnes isolées ou les personnes fragiles peuvent être amenées à être séquestrées ou juste se sentir en danger. Là, pareil, avec le SOS, on peut appeler derrière directement les forces de l'ordre pour qu'ils interviennent et qu'ils viennent vous porter secours. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, notamment quand on s'absente longtemps de son domicile, ça va être les risques de squat. Quand vous partez, vous connaissez la loi ou vous la connaissez pas, mais au-delà de 48 heures, quand quelqu'un prend possession de vos locaux, c'est très compliqué légalement de faire partir les gens. Avec une télésurveillance, du coup, dès les premiers instants, la personne est détectée et du coup, ce problème ne peut pas arriver. Alors, expliquez-nous dans quelle mesure la télésurveillance peut justement dissuader, parce que si on a envie de rentrer, voilà, c'est trop tard. Alors c'est vrai, d'ailleurs un système d'alarme n'est pas là pour empêcher les gens de rentrer, mais c'est là pour dissuader et détecter le plus tôt possible. Donc si on se met un petit peu à la place d'un cambrioleur, je suis dans une rue, j'ai 2 maisons, j'en ai une avec une plaque Vérissure, une sans rien. Grosso modo, ça veut dire que celle de droite va être un petit peu plus facile, où je vais moins prendre de risques en m'attaquant à celle-là qu'une autre. Donc ça c'est la première barrière. La deuxième, ça va être tous les éléments qu'on peut voir de l'extérieur. Les caméras, les détecteurs qui se voient du jardin. Là encore, ça va être un effet dissuasif ou de détection anticipée. Le cambrioleur va savoir qu'il est en train de s'attaquer à quelque chose qui risque de se faire repérer rapidement. Si malgré tout, le cambrioleur continue sa poursuite, il va essayer de s'attaquer à un moment à un de vos ouvrants. Fenêtre, porte, et il va essayer de l'ouvrir.
Traditionnellement, on va avoir des contacts d'ouverture qui vont détecter l'ouverture de cet ouvrant. Chez Verisure, on a rajouté une technologie de détection des chocs qui, quand il va commencer à s'attaquer à l'ouvrant, à la porte ou à la fenêtre, les premières vibrations déjà vont permettre de déclencher l'alarme. Ce qui fait que dans une majeure partie des cas, la sirène sonne avant même que la personne soit rentrée. Ça permet de transformer un cambriolage simplement en tentative. Si malgré tout, parce que c'est pas fini, si malgré tout le cambrioleur essaye de rentrer à l'intérieur, à un moment ou un autre, il va passer devant un détecteur de mouvement et donc il va être flashé. On va avoir une série d'images le concernant qui va permettre derrière d'avoir une appréhension, en tout cas une vue de ce qui se passe à l'intérieur et envoyer à la télésurveillance. Et si jamais ça suffit pas, entre le moment où l'intrusion elle est avérée et le moment où les forces de l'ordre vont se rendre sur place, il y a un délai incompressible pendant lequel on ne peut rien faire. Là, on va déclencher un brouillard anti-cambriolage à distance qui va remplir la pièce d'une épaisse fumée. Du coup, le cambrioleur ne peut plus rien voir. Et en plus de ça, c'est assez désagréable à voir et à respirer, donc il va partir. Donc ça, vous le faites pour une population civile, pour des professionnels. Ça fonctionne aussi. C'est quel type de commerce que vous pouvez protéger parce qu'on a à peu près les mêmes architectures parfois? Alors en effet, notre cœur de métier, c'est les résidentiels, mais on fait également les professionnels. On en a un certain nombre dans notre portefeuille. Et aujourd'hui, les professionnels que l'on adresse à plutôt être des professionnels de taille, je vais dire, semblable à des résidentiels. Typiquement, un grand magasin comme Leroy Merlin, ça va pas être adapté parce que c'est beaucoup trop grand. Mais une supérette, des bureaux, un restaurant, une petite industrie dans une zone d'activité, c'est clairement notre cœur de cible pour les professionnels. Alors, on parle beaucoup de la data parce que vous filmez, donc vous avez vraiment beaucoup d'informations. Est-ce qu'on a la certitude que tout ça est anonymisé, qu'on n'est pas surveillé, justement, si on a une caméra de détection chez soi? Comment ça se passe? Où est la limite? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Sur la partie data, c'est sûr que Verisure, on est soumis, comme toutes les autres entreprises, au respect des données privées. Donc ça, il n'y a aucun débat. On a des contrôles comme toutes les entreprises. On s'y plie, on les respecte. Derrière, pour la partie, et c'est une crainte que beaucoup de nos clients ont ou les prospects ont, est-ce qu'on peut voir chez vous? Aujourd'hui, la télésurveillance ne peut avoir accès aux images et aux caméras d'un système protégé uniquement si ce dernier a été armé par le client et s'il fait l'objet d'une détection. Il y a un événement alarme qui se produit. Donc la crainte de se dire quelqu'un peut regarder n'importe quand chez moi, ce n'est pas possible. Et pour une dernière raison, c'est qu'on a beau être une entreprise privée, en fait notre activité est régie et dépend du CNAPS, qui est un organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur. Dit autrement, ça signifie que pour pouvoir exercer, le ministère de l'Intérieur nous soumet à beaucoup de contraintes et de critères auxquels on se plie et que l'on respecte depuis plus de 35 ans maintenant. Et idem pour les agents qui traitent les alarmes. Pour pouvoir exercer, ils doivent obtenir une carte professionnelle et passer un certain nombre de tests pour l'obtenir. Et c'est donné par ce même organisme. Donc concrètement, c'est vraiment l'État qui régit tout ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup Yann Rigaud pour cet éclairage très précis sur notre quotidien. Et pour terminer cette émission, nous allons parler de maisons connectées. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Glaser. Laurent, vous êtes donc le directeur de la stratégie et de la prospective chez Leroy Merlin et en charge notamment d'une marque qui s'appelle Enki Smart Solutions, dont vous allez nous parler. Mais avant de commencer, comme on aime bien commencer par une définition dans le numérique pour tous, c'est quoi une maison connectée? Alors, une maison connectée, bonjour déjà. Et une maison connectée, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont tous les produits que vous allez pouvoir avoir dans l'habitat qui vont être connectés. Alors, soit par une application, soit pilotables par la voix, ou pilotable aussi par des télécommandes ou des scénarios que peuvent faire les habitants. Alors en fait, on voit bien qu'il y a eu une évolution par rapport à il y a quelques années. C'est-à-dire que quand on parlait il y a quelques années de la maison connectée, on imaginait vraiment la solution globale, le Graal, où la maison est complètement autonome. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que on est vraiment sur des habitants qui veulent des choses utiles. Pour certains, ça va être de petits produits, comme par exemple une caméra. Et pour d'autres, en fait, ils vont vouloir répondre avec une solution pour un usage précis. On a parlé de la sécurité avec Verisure, mais ça peut être les économies d'énergie. Ça peut être une maison plus belle avec l'éclairage, ou ça peut être une maison qui va être plus facile à vivre pour rester plus longtemps chez soi avec la gestion des ouvrants. Donc vous voyez qu'en fait c'est un spectre qui est assez large. La maison connectée chez soi, finalement, on y rentre. Beaucoup d'entre nous, ils sont déjà rentrés avec des produits qui sont très simples, et d'autres vont avoir des expériences qui seront un peu plus globales et voir une solution complètement automatisée. Donc, ça concerne vraiment tout le monde aujourd'hui. Ok, alors ça apporte du confort au quotidien, ça permet aussi de faire certaines économies. Vous pourriez nous dire concrètement, justement, dans quelle mesure ça permet d'optimiser notre quotidien? Oui, alors, la maison connectée, en fait, qui est vraiment utile,
elle est sur 4 grands objectifs. Elle couvre 4 grands objectifs. En tout cas, ce sont ceux que nous adressons chez Leroy Merlin et avec l'application Enki. Il y en a une, c'est pour une maison qui est plus belle avec l'éclairage. Et l'éclairage à travers les ampoules, en fait, tous les habitants en ont et dans chacune des pièces. Et aujourd'hui, pouvoir faire varier les couleurs, l'intensité ou faire de la simulation de présence, on peut le faire déjà à partir d'une dizaine d'euros. Vous avez aussi une maison qui va être plus économe et ça, c'est une très grosse demande de nos clients. Et depuis le mois d'août, il y a une grande inquiétude évidemment par rapport à l'inflation du coût de l'énergie. Et on a beaucoup d'habitants qui viennent dans les magasins Leroy Merlin pour nous dire mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de moins dépenser ou en tout cas de contrôler les choses. Et donc là, on va toucher à tout ce qui est le confort, par exemple. On peut avoir des radiateurs qui sont nativement connectés, ou alors on peut rendre connectable un produit qui ne l'est pas, et c'est ça qui est recherché, puisqu'avec des modules aux alentours de 30 €, vous pouvez commencer à piloter les radiateurs. Et puis vous avez la gestion des ouvrants. Je pense que tous ceux qui habitent dans des maisons avec des volets roulants sont un peu concernés. Et donc on est vraiment sur ces 4 usages. C'est éclairage, volets roulants pour pouvoir avoir une maison plus confortable et vivre de plus longtemps, la gestion d'énergie. Et puis tout ce qui touche évidemment autour de la sécurité, qui est le thème de votre émission. Donc en général, on a un smartphone avec une application et à partir de là, on peut piloter à distance en fait tous les éléments de sa maison. Exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez à la fois piloter. La première chose, c'est qu'en fait, le fait d'avoir une application sur le smartphone rend les choses très faciles à utiliser. Je vous cite, vous avez peut-être des radiateurs connectés chez vous ou des radiateurs programmables. Bien, en fait, on a beaucoup de clients qui disent mon radiateur est programmable, mais c'est sur un tout petit écran, donc c'est vraiment très inconfortable. Donc, la première chose, c'est de se dire j'ai une solution qui est simple à utiliser avec une application, sur lesquelles je vais pouvoir faire interagir les produits les uns avec les autres. Par exemple, quand on parle de sécurité, ça peut être déjà faire de la simulation de présence avec l'éclairage, ça peut être monter ou baisser les volets, et puis évidemment avoir une alarme ou avoir une caméra. Donc en fait, cette solution, elle permet de faire interagir les choses. Et le deuxième point, ce qu'ils veulent, c'est de l'accessibilité prix. Et donc c'est de pouvoir, en fait, la maison connectée à travers les produits connectés sont devenus très accessibles. Je parlais tout à l'heure des ampoules où ça démarre à une dizaine d'euros. Mais quand on est sur une caméra qui est plutôt pas mal déjà, on va être à moins de 40 €. Et quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose et qui voudrait s'équiper, vous lui conseillez de commencer par quoi dans sa démarche pour essayer de connecter, alors, faire des économies d'énergie, des choses comme ça. Alors déjà, il faut pas être dans la solution gadget. C'est-à-dire que rentrer, comme je vous l'ai dit, la couverture des usages dans l'habitat, et en tout cas ce que l'on fait avec l'application Enki et chez Leroy Merlin, elle est sur toutes les verticales d'usage de l'habitat. Donc en fait, il faut se dire de quoi ai-je besoin. Si par exemple, je veux pouvoir piloter des ampoules à distance, là c'est très facile parce que avec des produits simples Wi-Fi, vous pouvez pour 10 € commencer à avoir l'expérience. Pour ceux qui veulent être sur de la sécurisation, je leur conseille par exemple de démarrer par une caméra, parce que même si les kits d'alarme sont très accessibles, ils sont aux alentours des 300 €, pour autant, le premier élément de sécurité, c'est de pouvoir voir ce qui se passe chez soi ou d'avoir une alerte. Si quelqu'un s'introduit, là c'est une quarantaine d'euros. Le troisième point, qui est très demandé, comme j'ai dit, c'est autour des économies d'énergie. Là, on a les 2 solutions. Alors évidemment, je vais pas vous dire pour tester, acheter un radiateur connecté. Je pense que vous allez me dire, voilà, c'est pas tant que c'est vraiment compliqué, mais c'est que c'est surtout cher et puis il faut le changer. Donc ce qui est possible de faire, c'est que là, vous pouvez mettre des modules aux alentours de 30-40 € et vous allez pouvoir le piloter. Et ça, je pense que la vie des Français qui est quand même en train de bouger beaucoup avec le télétravail. Et pour moi, la première des dépenses, la première des réductions, c'est la non-consommation. Donc c'est le fait de faire que lorsque vous êtes parti de chez vous, même si vous avez oublié, moi c'est ce que je fais lorsque je suis dans le RER ou dans le métro, si j'ai oublié d'éteindre mon radiateur, je peux le faire n'importe où dans le monde. Et donc ça, c'est vraiment génial. Bon, une réflexion à mener avant les départs en vacances et même pour la rentrée, lorsque les jours un peu froids arriveront. Absolument. Merci beaucoup Florent, Yann et Laurent pour vos éclairages respectifs. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Il est temps pour moi de vous souhaiter un très bel été. Déconnectez, lisez, jouez, profitez de ceux qui vous sont chers, c'est le plus important. J'en profite pour vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité renouvelée, mais aussi vous tous, chers invités, pour vos éclairages qui font toute la richesse de notre émission. Profitez bien de votre été et je vous dis à très bientôt. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.